Je suis vraiment ravie d'avoir ce plaisir de vous présenter M. Henri Boudreau, qui est professeur à l'UQAM au département de l'éducation pour le programme d'enseignement en formation professionnelle et technique. M. Boudreau a été enseignant en formation professionnelle, conseiller pédagogique en formation professionnelle. Il est directeur du Centre de recherche CREI, Centre de recherche sur l'instrumentation en enseignement. Et c'est un centre qui est dédié à la didactique en formation professionnelle. Henri a toujours été intéressé par l'explicitation et l'apprentissage des savoirs dans le développement d'une compétence professionnelle. Et depuis 15 ans, il a axé ses recherches sur l'apprentissage du savoir-être en formation professionnelle. Plusieurs commissions scolaires, institutions, l'invite pour bénéficier de son expertise et c'est nous aujourd'hui qui avons cette chance avec sa conférence. Henri décrirait sa vision de l'enseignement serait la suivante. Une formation n'est pas faite pour celui qui la donne, mais pour celui qui la suit. Alors, je vous souhaite bonne conférence. C'est toujours intimidant de se retrouver avec autant de personnes, surtout des gens de la grande famille de la formation professionnelle. Je faisais partie du comité organisateur de la dernière JPNFT, et malheureusement, mon état de santé de l'époque ne m'avait pas permis d'y participer. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui à plusieurs égards. Ça a failli pas être le cas, que je puisse me rendre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça m'a inspiré dans le type de présentation que j'avais à vous faire. Je me suis dit, étant donné que ça fait près de 40 ans que je suis en formation professionnelle, et que je suis arrivé en formation professionnelle et en enseignement par accident, parce que j'avais une formation en géographie au départ, avec de la géographie à l'ébénisterie, de l'ébénisterie à l'enseignement, mais c'était dans ma vie qu'une année. J'étais censé passer qu'une seule année en formation professionnelle, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Et j'ai voulu un peu me servir de ces 40 ans-là et me donner le loisir de porter un jugement sur ce qui s'est passé, d'observer de façon comme acteur de ce qui s'est passé et de témoigner ça aux nouveaux enseignants qui n'ont peut-être pas vécu ces éléments-là et d'aller vers le futur. Pas faire de la futurologie, mais de faire en sorte de vous indiquer les tendances. Et plutôt dire, je pense que c'est ça qui va se passer. On va plutôt se poser la question, qu'est-ce qui devrait se passer pour que la formation professionnelle puisse se développer et que les enseignants de la formation professionnelle puissent faire une profession qui est, entre parenthèses, faisable. Ce que je dis souvent, on parle souvent de conciliation, travail, famille, études. En enseignement professionnel, c'est ça, en plus de la mise à niveau dans les spécialités disciplinaires. Le combat que j'ai pour la balance de ma carrière, probablement, ça sera de sensibiliser les gens de la situation particulière des enseignants de la formation professionnelle, que peu de gens se préoccupent, mais j'y reviendrai à toute fin pratique. Donc, j'ai voulu faire un thème qui était l'avenir de la formation professionnelle devrait peut-être être garant de son passé. Quand on regarde de 1960 à aujourd'hui, c'est un peu l'histoire que je vais vous faire pour aller se projeter. Mais avant, j'ai quelques avertissements à donner. Cette présentation comporte des idées pouvant ne pas convenir à ceux qui ne sont pas impliqués en enseignement professionnel. Donc, la supervision d'une personne de la formation professionnelle est suggérée pour ceux qui n'y sont pas. Autre avertissement, toute ressemblance avec des situations que vous connaissez n'est pas une coïncidence. Les faits qui vont suivre sont heureusement et malheureusement tirés de la réalité. Donc, de 1960 à 2050, qu'est-ce qu'on veut observer comme on constate d'être un acteur et d'être un observateur de cette période? Je ne pense pas que je me rende jusqu'en 2050, on va prendre ça une année à la fois. Mais quand on regarde de 1960, vous avez vu, j'ai mis des cercles parce qu'on dirait que c'est un éternel recommencement. En 1960, malheureusement, on s'est fait intégrer dans les polyvalentes. Ce ne fut pas nécessairement une expérience qui était très bénéfique. On s'est aperçu en 1986 que c'était une mauvaise affaire. Ça fait qu'on a fait la réforme en 1986. Et là, on va faire un point d'observation en 2016. Où est-ce qu'on se situe? Mais selon ce que Bernard de Rome disait, si la tendance se maintient, on devrait revenir à la même chose qu'en 1960. Donc, versus 1986. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, en 2050, il va se passer la même chose qu'en 1960. Donc, si on ne fait rien, ça va être un éternel cycle
qui va faire qu'à un moment donné, quelqu'un se réveille et dit « Hey, la formation professionnelle, c'est important », on donne un coup. Après un certain temps, on oublie et ça devient un peu la porte de sortie de tous les étudiants de l'enseignement, du système d'éducation où on envoie ça en formation professionnelle. J'y reviendrai, ces éléments-là. C'est des expériences qui ont déjà été vécues, qu'on a essayé de redresser. Mais à un moment donné, les gens oublient. On se dit, tiens, ça serait le fun de faire ci, ça serait le fun de faire ça. Mais je pose toujours la question, et c'est le problème de ceux qui vieillissent, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant qui ferait qu'une affaire qui ne marchait pas avant finirait par fonctionner aujourd'hui? Et là, les gens me disent, ben oui, mais ça n'a jamais été fait. Ça fait déjà 3 fois que ça a été fait et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ça qu'on va regarder. S'il n'y a pas de choses qui changent, les choses vont venir comme ils étaient. Puis en 2050, on va être encore en train de se dire, c'est bien effrayant, la tâche d'un enseignant en formation professionnelle, c'est bien effrayant, les étudiants qu'on a, c'est bien effrayant, les programmes qu'on a, et on ne répondra pas aux besoins du marché du travail. Donc, je veux vous amener à vous questionner de faire une cassure dans le temps à un moment donné pour dire que la date fatidique de 2026, il faudrait que des choses changent à ce moment-là, mais il faut commencer à changer maintenant. Mais ça demeure toujours des hypothèses, l'avenir peut changer. Mon menu pour ma présentation, c'est les prémices. 1960, ce qui était arrivé. 1986, ce qui a changé. 2016, ce qui revient. 2026, ce qui devrait arriver. Et 2050, ce qui pourrait arriver. Donc, mais on est dans l'univers de l'hypothèse. Mais on peut constater des faits. Les prémices. Hein, M. Churchill, ce qu'il a dit. Si l'on ne tient pas compte de notre passé, on est condamné à le revivre. Fait que vous voyez que l'histoire, c'est important pour éviter de refaire les mêmes erreurs et ce que je vais essayer de faire avec vous, de vous sensibiliser là-dedans. En 2012, à l'UQAM, on a fait un genre de forum sur la vision 2012, sur un point des 25 ans de la réforme en formation professionnelle. Et je dis souvent, on oublie ça, ou on ne veut pas le savoir, c'est que la formation professionnelle en 1986 a été le précurseur de l'approche par compétences. Mais plus personne ne se souvient de ça, à part nous autres. Là. On sait que ça s'est fait, mais on pense que c'est au collégial ou c'est au secondaire ou au primaire que ça a vraiment débuté. Et je dis souvent, l'approche par compétence, ça prend une génération pour l'appliquer. Donc, vous êtes environ, on est dans le temps où est-ce que les gens sont en mesure de l'appliquer. Ça a pris une génération, 25 ans pour en arriver là. Donc, ce qu'on aurait sorti en 2012, ce qui a le plus d'incidence sur les apprentissages selon les enseignants. L'approche par compétence en pédagogie et en didactique. Je dirais que ce n'était pas une étude scientifique qu'on a faite à l'époque, c'était un sondage qu'on a fait auprès des gens, mais c'est ça, c'était ressorti. L'autre élément, c'est la collaboration avec les collègues dans l'équipe pédagogique. C'est un autre élément qui était une incidence sur les apprentissages selon vous. Le processus d'apprentissage de l'élève. Donc, on avait également la communication dans la gestion de classe. On avait la compétence du programme. Il y avait la perception des employeurs dans la valorisation de la formation professionnelle. On va y revenir souvent, le concept de valorisation. Avant de vouloir la valoriser, il faudrait arrêter de la dévaloriser. Ça serait déjà un bon point en partant. Donc, la classe, les équipements, la didactique, l'atelier et la documentation dans le milieu de formation étaient un élément qui avait des incidences. Et la pédagogie de l'enseignant, ça va de soi. Sans enseignant, il peut difficilement y avoir des apprentissages. Il y a M. Jourdan qui a dit ça. Un élève est seul à apprendre, mais il ne peut pas apprendre seul. Donc, vous voyez que c'est le rôle de l'enseignant et pas un rôle accessoire. Prémisse également, ce qui rend fiers les enseignants de la formation professionnelle, ce qui était dit à l'époque le partage. Les ressources qui ont été produites, l'enseignement, les pratiques d'enseignement qui se font. Les enseignants sont fiers de ce qu'ils font. La reconnaissance. La reconnaissance de ce qui se fait également. Et on avait la formation qu'ils donnaient, ils en étaient fiers, et les élèves qu'ils formaient, c'était un élément de fierté également. Autre prémisse, les enjeux selon les enseignants de la formation professionnelle. Quels étaient les enjeux? Et ça va nous servir d'ouvrir la porte à la balance de ma présentation. Le soutien aux élèves et aux enseignants. L'orientation et l'admission des élèves en formation professionnelle. La formation des élèves. La gestion des établissements de formation. Hein? Est-ce que les écoles sont faites pour faire de l'argent ou pour faire apprendre des choses aux élèves? Les publics inscrits en formation professionnelle. Les modalités et méthodes d'enseignement. Les documents de référence. Et on retrouvait la complexité du métier d'enseignant en formation professionnelle. Donc, ça, c'était les enjeux qui étaient vus à cette époque. Je commence donc mon cours d'histoire. En 1960, la Révolution tranquille et le rapport Parent
l'intégration de l'AFP dans les polyvalentes. Il ne faut pas jamais oublier qu'à l'époque, la raison pour laquelle on avait eu la brillante idée de mettre la formation professionnelle dans les établissements, c'est que le gouvernement fédéral avait de l'argent à distribuer à la formation professionnelle. Ça a permis de construire les polyvalentes, entre autres choses. Donc, la formation professionnelle avait servi à l'époque à ça. Donc, en 1960, ce qui est arrivé, une vision. Aucun enfant ne devrait quitter l'école avant d'avoir reçu un minimum d'enseignement professionnel. Chèvre d'histoire parce que, finalement, en 2016, on n'a pas encore rencontré les objectifs de 1960. Fait qu'avant de s'en donner d'autres, il faudrait peut-être réussir à atteindre ceux-là qui avaient été dit à l'époque. Et aussi, c'est pour remémorer ça aux administrateurs, aux conseillers pédagogiques, aux directions, à tout le monde. Donc, une vision également, c'est aucun enfant ne devrait quitter l'école avant d'avoir reçu un minimum d'enseignement professionnel et offrir à chacun l'enseignement professionnel qui convient à ses attitudes et à ses ambitions, et non pas à ce qu'il y reste. Donc, il faut amener l'individu à vraiment développer ses attitudes et ses ambitions. C'est en 1960. On va avoir des phrases qui sont assez percutantes à cette époque. Être préparé pour la vie et le travail utile. C'est ce qu'on disait à l'époque. Un constat. Pour pouvoir jouer un rôle utile dans un monde de plus en plus évolué et exigeant. Imaginez, on est en 1960. Tous les citoyens de demain, sans exception, devront avoir une formation intellectuelle plus solide et plus poussée. C'est en 1960. Un autre constat qui a été fait, l'ancien travail manuel tend à devenir un travail technique qui requiert une information précise et détaillée. Un préalable, il faudra convaincre la jeunesse que d'avoir terminé le cours secondaire ne constitue qu'un minimum de formation. Donc, en 1960. Donc, la source de la formation professionnelle, c'est ce qu'on oublie tout le temps. Moi, je vais dans différents pays. Je vous dis une chose que le système d'éducation pour le primaire, secondaire, c'est basé sur le taux de natalité et la fréquentation scolaire. La formation professionnelle n'a rien à voir avec ça. Je vais dans des pays où pour faire de la formation professionnelle, il faut qu'il y ait du travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation professionnelle. J'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé dans différents pays. La première chose qu'on cherche, il est où le travail pour penser la formation professionnelle qui va aller avec. Donc, ce qu'on doit se préoccuper, oui, c'est la formation des étudiants pour répondre aux besoins en main-d'œuvre. C'est une chose. Moi, je suis plus préoccupé des besoins de la main-d'œuvre que des besoins en main-d'œuvre. Parce que former en main-d'œuvre, on répond aux besoins des entreprises. Je ne pense pas que ce soit notre rôle. Notre rôle, c'est de répondre aux besoins de la main-d'œuvre de celui qui va y travailler en entreprise. Pour qu'il puisse être polyvalent, mobile, être autonome, avoir de l'initiative, être capable de fonctionner comme un citoyen responsable dans un monde en constant changement. Il n'y a pas besoin de refaire ce qui a été dit précédemment. Donc, ce sont les activités humaines et économiques qui sont à l'origine de la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle n'a pas de rôle à jouer dans la persévérance et la réussite scolaire. Je viens de dire une grosse affaire, je suis en fin de carrière, c'est correct. Donc, j'y reviendrai à toute fin pratique. Répondre à des besoins en main-d'œuvre, de la main-d'œuvre, du marché du travail, du développement économique et des personnes. On forme des individus. C'est ce qui nous distingue, les milieux de formation, de la formation en entreprise. Les deux ne sont pas concurrentiels, les deux sont complémentaires. L'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un. C'est quand l'un essaie de jouer le rôle de l'autre, que les problèmes se passent. Donc, les études que je fais là-dessus, je donnais une conférence il n'y a pas si longtemps, en février dernier, dans la région de Charlevoix, à des chefs d'entreprise, parce que je ne suis pas juste dans le domaine de l'éducation, je suis dans le domaine des entreprises également. Et je parlais du capital savoir. Ils arrêtaient d'attendre que les étudiants qui sortent de l'école soient prêts au travail dans votre entreprise. Eux apprennent les éléments explicites de la formation professionnelle et les tâches explicites. Dans votre entreprise, c'est une autre catégorie de savoir qu'il y a. C'est ce qu'on appelle les savoirs implicites et tacites liés à l'organisation. Donc, le capital savoir de l'organisation. J'ai dit, l'école ne répondra jamais à 100% pour que votre employé soit actif en arrivant. Sauf qu'on peut le développer assez intelligent pour comprendre votre particularité. Donc, il ne s'agit pas de voir si c'est la bonne machine au bon endroit, c'est le bon ouvrier capable de s'adapter au milieu. Dans plusieurs entreprises où je vais, puis je vais en parler un peu plus tard, on m'a fait venir à un moment donné pour dire c'est bizarre, puis c'était pas une petite entreprise, c'est une entreprise de haute technologie. Ils m'ont demandé, on dit, on est rendu au maximum de notre modèle de formation, on a des formateurs en entreprise, puis on ne réussit pas à atteindre le niveau de développement de compétences de nos étudiants, de nos travailleurs. On n'est pas au niveau de ce que l'on veut. À ce moment-là, on a travaillé avec eux, puis on s'est aperçu, je ne veux pas faire la promotion pour mon atelier de cet après-midi, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de niveau technique. C'était tout lié au savoir-être. On veut qu'il anticipe le travail, on veut qu'il soit autonome, on veut qu'il agisse de façon sécuritaire, on veut qu'il communique.
Problème majeur dans une entreprise de haute technologie, les gens n'utilisent pas le bon vocabulaire. 3 compagnons, 3 terminologies différentes avec 3 pratiques différentes pour le même travail. Il faut se questionner là-dessus. Il ne faut pas penser que le milieu de travail, c'est le milieu d'un ensemble de vérités uniformes et univoques. On entre dans un milieu de travail. Nous, on a la chance d'être dans un milieu de formation. On peut arrêter le temps, faire réfléchir, ce qu'on peut difficilement faire dans un milieu de travail. D'où la complémentarité à cet égard-là. Donc, répondre à des besoins. On était en 1960. On s'en va en 86. La réforme Ryan, là, ça allait mal en 86. Là. Je me rappelle à l'époque, on nous disait, parce que j'ai assez fait de tourner dans la province de Québec pour vendre le concept de la réforme à l'époque, parce qu'on y croyait, dans la commission scolaire où j'étais, on était la première à la mettre en œuvre, 6 mois avant ailleurs. Et moi, j'avais la chance que j'arrivais comme conseiller pédagogique, j'avais fini mes 9 ans d'enseignement, et là, j'arrivais comme conseiller pédagogique, et je suis arrivé avec la réforme. On nous disait à l'époque, les employeurs sont tout mêlés. Puis, à cause du nombre de diplômes qu'il y avait. Imaginez, à l'époque, il y avait 3 diplômes en formation professionnelle. Professionnel long, professionnel court, ou une lettre qui était écrite comme quoi l'étudiant avait participé à la formation pendant tant de temps. Donc, on ne pouvait rien diplômer, mais il avait été présent. Donc, il y en avait 3, et là, les employeurs ne se comprenaient plus. Je vous laisse compter le nombre de diplômes où on en est rendu présentement. Fait que ça se pourrait-tu que les employeurs soient mêlés un peu? En tout cas, quand je vois dans les entreprises, ils sont mêlés pas à peu près entre le concept de stage et d'alternance, je peux tout vous dire, il faudrait les expliquer. Ils ne comprennent pas tout ça de façon égale. Bien, pour vous dire, puis on est juste dans le monde de l'éducation, aller dans le monde d'Emploi Québec et autres, où est-ce que tous les autres documents d'attestation, de stage d'insertion, de stage d'observation, il y a du monde à la messe. Mais ça ne répond pas nécessairement aux besoins du milieu. Donc, réforme Ryan, programme par compétence. But de l'AFP, rappelons-nous-le, c'est écrit dans vos débuts de vos programmes. Des fois, pour économiser la photocopie, on les enlève, mais il faut quand même revenir à ça. Le but de l'AFP, c'est de rendre une personne efficace dans l'exercice d'un métier. Favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle. Favoriser l'évolution de la personne et l'approfondissement des savoirs professionnels. Assurer la mobilité professionnelle de la personne. On veut qu'il soit polyvalent. On veut qu'il soit capable de se mélanger les doigts et les remettre à sa place. Donc, vous voyez, on veut qu'il réfléchisse, on veut qu'il soit capable de comprendre les situations de travail, de s'adapter à un milieu de travail. Le drame, en 2016, c'est quand une usine ferme, puis le monde se dit, c'est quoi mon faire? Parce qu'ils sont gelés dans cette organisation-là. Ils ne sont pas capables de faire de transfert. On a ça dans notre concept d'approche par compétence, le concept de transfert. Hein? Puis vos élèves, ils transfèrent-tu bien toute la théorie dans la pratique? Ils transfèrent-tu bien toute la pratique dans le stage? Puis ils transfèrent-tu bien tout ce qu'ils ont appris en stage dans le milieu de travail? Et quand ils changent de milieu de travail, sont-ils capables de s'adapter? Donc, vous voyez, c'était ça les buts de la formation professionnelle. L'évolution de l'AFP, le Conseil supérieur de l'éducation, qui a quand même été me chercher des références importantes. Enfin, les changements de la nature des emplois requièrent des qualités personnelles et des compétences professionnelles de plus en plus définies et complexes. Le travail est plus abstrait et fait appel à des activités de type cognitive, réflexion, choix et décision. C'est presque la même chose qui s'est dit en 1960. Et on sait que ça a évolué. Enseigner aujourd'hui le débit crédit avec 2 cartes de plastique, c'est plus compliqué qu'à une certaine époque. On s'entend là-dessus. Avant, le mécanicien, il regardait, il entendait, il sentait. Là, il sent rien, il voit rien, il entend rien, puis ça ne marche pas. Donc, on est dans un autre univers. Donc, et pour que quelqu'un puisse imaginer quelque chose d'abstrait, ben, il faut qu'il se passe quelque chose entre les 2 oreilles. Donc, pas juste au bout de ses mains. J'avais un étudiant qui m'avait dit à un moment donné, j'avais été interviewé un étudiant de la formation professionnelle, puis il m'avait dit, l'éducation a un problème de coude. Ah, je lui ai dit, explique-moi ça. Il dit, quand il était en formation générale, on me disait, rentre ça dans ta tête, ça sert, parce qu'il posait la question, qu'est-ce que ça donne d'apprendre ça? Tu apprendras ça, ça ira. Pour l'instant, ça rentre dans ta tête, un jour, ça sortira dans tes mains. Donc, je rentre en formation professionnelle, je le fais de mes mains, puis là, je dis, ben, peux-tu comprendre? Fais-le, tu comprendras plus tard. Fait qu'on dit, ça doit bloquer dans le coude, il faut croire, à un moment donné. Fait que, pensez à ça. Ou un autre étudiant qui m'avait dit à un moment donné, et ça a changé vraiment toute ma perspective de la formation. Il m'avait dit, je suis bien tenu d'avoir des réponses à des questions que je ne me pose pas. De mûrissez cet élément-là, puis posez-vous la question quand vous donnez un cours avec un PowerPoint pendant 2 heures, les élèves se posent-ils des questions, des réponses que je suis en train de lui donner. Ça va être un bon indice, peut-être, pour changer, virer de bord toute votre pratique. Une formation qualifiante. Conseil supérieur d'éducation encore, qui nous dit une formation dont le développement de compétences permet une insertion sur le marché du travail.
Mais il y a toutes sortes d'insertions. On peut former des tâcherons. Dans les pays en voie de développement, ils appellent ça de même. Un tâcheron, pensez-vous mettre le feu, pensez fin pour l'éteindre. Donc, on le forme à une tâche, puis on lui dit, tu fais ce qu'on te dit. Point à la ligne, tu n'as pas de décision à prendre, tu exécutes. Donc, ça, il va s'insérer dans l'entreprise, mais après l'entreprise, c'est fini. À cet égard-là, pour s'insérer dans une autre, on va recommencer à zéro. Donc, c'est un autre constat. Ce qui semblait bien fonctionner, et que j'observe dans les milieux, quand je vais dans les commissions scolaires, parce que c'est sûr, moi, quand on me fait venir, c'est comme quand vous allez voir le médecin, c'est pas pour aller dire que vous êtes en santé. Fait que quand on me fait venir, parce qu'on a un problème, peux-tu nous aider à le résoudre? Donc, peut-être j'ai une vision pessimiste des choses, mais ce qui semblait fonctionner, c'est la valeur du DEP chez les employeurs. Ça avait eu une augmentation, effectivement, mais c'est peut-être, il faut aller gratter un peu pour aller voir quelle valeur qu'ils en donnent. En tout cas, je ne veux pas donner de ligne là-dessus, mais il ne faut pas prendre ça pour un acquis. Depuis 1986, le nombre de diplômés est en progression. Oui, mais posons-nous la question, quel genre de diplômés qu'on diplôme? Est-ce que c'est des gens qui ont simplement un diplôme ou c'est des gens qui sont compétents? Donc, on se reposera la question un peu plus tard. Les programmes par compétences, oui, sont améliorés. Quand ils sont sortis, c'est sûr qu'ils étaient à date. Mais quand je vais sur l'inforoute FPT et je regarde certaines dates de programme, on se pose la question qu'est-ce qu'ils peuvent s'enseigner à un moment donné. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, donc les programmes n'ont pas suivi à cet égard-là. Les infrastructures, établissements et équipements, pendant un certain temps, ça a bien été, mais si les programmes n'évoluent pas, bien, les infrastructures vont avec également à cet égard-là. Donc, le taux de placement des élèves, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a un étudiant qui a fait une étude là-dessus, puis il faut questionner le si beau taux de placement qu'on nous donne à ces égards-là. Il faut aller un peu plus loin là-dedans. La relation avec les entreprises, également, et la carte des programmes. On est en train de rebrasser tous ces éléments-là. Parce que personne ne se rappelle, avant 86, que toutes les commissions scolaires pouvaient donner tous les programmes. Hein? C'est pas grave de ne pas avoir de transmission en mécanique auto, c'était juste 3 questions à l'examen. Fait qu'un individu peut très bien avoir 90% pour avoir jamais vu une transmission de sa vie qui est en mécanique auto. Là, vous voyez la nécessité à l'époque d'avoir fait une réforme à cet égard-là. Mais la carte des programmes, il y avait une raison en arrière de ça, c'est que l'arrêté que tout le monde donne tout, c'est de se concentrer sur certains éléments. Il y a des améliorations à avoir là-dedans, mais il y a toutes sortes de carabiscotages qui se sont faits avec le temps à ce niveau-là. Donc, l'idée était bonne au départ, mais avec le temps, il faut se questionner, ce n'est pas un acquis. En formation professionnelle, tout ce qu'on a gagné, on peut le perdre. Donc, si on laisse aller les choses, ça va régresser. Dans le temps, j'étais conseiller pédagogique, ma bataille fondamentale tout le temps, c'était que les élèves qui arrivent en FP aient les préalables pour entrer en formation professionnelle. Les gens de la formation générale ne m'aimaient pas beaucoup à l'époque. Ils ont probablement été heureux quand je suis parti. Donc, l'intégration, là, on se retrouve en 2016. Qu'est-ce que j'observe en 2016? L'intégration, la persévérance et la réussite scolaire, c'est les mots qu'on nous rabâche depuis un certain temps. Pour qu'on nous dise, ça ne se discute pas, c'est ça. Donc, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Le besoin du marché du travail, M. Bélanger, qui va faire une grande conférence également, va probablement ressouligner cet élément-là. Le Québec a un urgent besoin de main-d'œuvre qualifiée. Au Québec, on a un gros besoin de travailleurs qualifiés auxquels on ne répond pas assez rapidement. Les entreprises veulent se développer, mais elles ne trouvent pas le personnel qualifié dont elles ont besoin. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce qu'on tire sur des carottes qui poussent plus vite. Donc, quand on dit qu'on a besoin rapidement, faire apprendre, développer la compétence, développer l'intelligence de quelqu'un, ça prend un certain temps. Développer son habileté manuelle, c'est sûr que ça prend moins de temps. Mais on ne rend pas service à l'individu, on rend juste service aux organisations économiques, et ça, ce n'est pas notre rôle. Je veux dire, en formation professionnelle, c'est des êtres humains qu'on a en avant de soi. Quand j'ai mes étudiants, moi, à l'université, je ne suis pas là juste pour vous donner des crédits. Tant qu'à faire, apprenons quelque chose. Donc, développons des compétences en enseignement à ce niveau-là. Mais il ne faut pas, parce que ça tire d'un bord, que nous autres, ça doit tout nous tirer, parce qu'on va passer dans le torbeur aussi à ce niveau-là. Il faut garder ce qui nous distingue. En formation professionnelle, il y a des éléments qui nous distinguent. De la formation d'entreprise, c'est 2 choses différentes, complémentaires, je le répète, mais faites attention à ce niveau-là et je reviendrai sur d'autres éléments, des mirages qu'on a devant nous présentement. Le problème n'est pas nouveau, le vieillissement de la population et la mutation des entreprises manufacturières québécoises qui doivent se spécialiser pour se démarquer. Un certain monsieur a dit à un moment donné qu'on devait être plus performant. Donc, cet égard-là, la performance, c'est de pas travailler plus, travailler plus longtemps. C'est de travailler de façon plus intelligente aussi.
être capable de comprendre ce que l'on fait. Les entreprises, ce qu'ils veulent, c'est ça. Des gens qui ne sont pas juste un exécutant, mais des gens qui peuvent faire avancer l'organisation, qui comprennent ce qu'ils font pour être capables de l'améliorer. Et ça ne se fait pas par hasard, ce genre de choses-là. Et ce n'est pas propre au Québec. Je suis allé en Haïti, j'arrive du Maroc. L'employabilité, c'est le problème qu'ils ont. On forme des gens en secondaire, l'équivalent de secondaire 5 ici, qui ne sont pas capables d'écrire une demande d'emploi pour avoir une job. Donc, il y a un même problème. Hein. Vous avez vu le Journal de Montréal il n'y a pas longtemps, où est-ce qu'on avait un étudiant qui montrait son diplôme et qui n'était pas capable d'écrire son nom. Parce qu'il y a un peu de démagogie là-dedans. Là. Mais à cet égard-là, le message est quand même là. Je vois dans des milieux de formation où les gens ne sont pas capables, ont la difficulté à lire les guides d'apprentissage qu'ils ont. Il faut allumer. S'il ne comprend pas les mots qui sont là, qu'est-ce qu'il peut bien comprendre de concepts abstraits ailleurs à ce niveau-là? Donc, il faut être vigilant sur ces choses-là. Également, au total, quelques 150 000 emplois devront être pourvus. C'est pas pire, ça a diminué. Il n'y a pas si longtemps que 500 000. Il faut croire qu'il est arrivé du monde au Québec. Là, ben, il y a eu moins de travail. Mais effectivement, il y a un grand besoin de travailleurs. Mais le drame, le jour où est-ce qu'on aura des diplômés qui ne trouveront pas de travail et qu'il y aura du travail. Les entreprises ne veulent pas engager. Ce n'est pas parce que tu as un papier qu'on va t'engager. Parce que tu es compétent. Donc, on est à un autre niveau. Donc, justifier la rapidité de la formation puis le fait de faire réussir des gens plus facilement pour qu'ils rentrent sur le marché du travail, ils ne rentreront pas sur le marché du travail. Puis ces gens-là, si on passé 1 an et demi de leur vie à suivre une formation, qu'en bout de piste, arriver face à rien, même avec la formation qu'ils ont suivie, on n'aide pas personne à faire ça. Vous voyez, besoin du marché du travail, il y a un article dans la presse qui est sorti, c'était sur la mécanique auto, je la trouvais assez édifiante là-dedans. D'un côté, un manque de personnel, mais également tout le volet de ce qu'on a dit, de ce qu'on a besoin, qui est exprimé à ce niveau-là. Hein? Il y a des gens qui abandonnent au cours de route parce qu'il y a aussi des problèmes d'aiguillage avec les orienteurs. Hein? On n'oriente pas les gens en formation professionnelle par affinité. Souvent, on les oriente parce que c'est ce qui reste. Donc, il y en a qui sont par affinité, mais il y a un mélange des genres parfois à ce niveau-là. Peut-être que je suis dépassé puis je n'ai pas vu la réalité, mais je pense que c'est ça. Suggérer aux jeunes qui ont des difficultés à l'école de faire un cours en mécanique, ce n'est pas vrai aujourd'hui. On est encore en train de se faire placer, de faire prendre des décisions en formation professionnelle par des gens qui pensent que c'est juste du travail manuel, c'est juste de la formation professionnelle. C'est compliqué. C'est l'économie du Québec. Quand je vais dans des pays, ils ne viennent pas avec ça. L'investissement au Maroc qu'ils vont faire, là, c'est parce qu'ils savent que l'économie du pays repose là-dessus. Les diplômés, ils en ont plein les universités. Mais pour faire un ingénieur, ça prend des gens qui le font pas. Ça prend des gens qui font du béton, ça prend des gens qui l'amènent là, ça prend des mineurs pour être capable de sortir les produits. Non, on préconise, non, on forme des ingénieurs, des médecins, etc. Mais on oublie, le travailleur, c'est 80% de l'économie. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est pas, et je pense que prendre une mauvaise décision d'orienter quelqu'un à la mauvaise place, s'il n'y a pas les préalables pour faire rentrer sur le marché du travail, on ne rend pas service à personne, on ne rend pas service au Québec, on ne rend pas service à l'enseignant, on ne rend pas service à l'apprenant à cet égard-là. Donc, et là, c'est tout neuf, ce genre de choses-là. Les gens vont s'inscrire dans des programmes souvent sans avoir une bonne connaissance de ça en quoi ils s'embarquent également, parce qu'on veut avoir plus de gens là-dedans parfois. La capacité à lire et comprendre, la littératie pose un problème. Statistique il n'y a pas longtemps, on a le même taux d'analphabétisme au Québec en 1960, sauf qu'on est diplôme. Ça fait que ça commence à faut allumer à quelque part là-dedans, et c'est pas en disant, oui, c'est normal, les gens en formation professionnelle, la lecture, pouf, ils n'aiment pas bien ça, l'écriture encore moins. Non, il faut allumer, s'ils n'ont pas ça, ils sont faits. On ne peut plus se poser la question en 2016, sur les années à venir, ben, tu as de la misère à écrire, ben, on ne te fera pas écrire. Tu as de la misère à lire, ben, on va te le lire à ta place. Tu vas aller sur Internet, puis non, il n'ira pas sur Internet, il ne veut pas chercher, il ne sait pas lire. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Imaginez le citoyen, on ne peut pas déborder, puis je ne veux pas faire de la démagogie, mais il s'est passé des choses dans un autre pays qui peut peut-être nous amener à penser que moins on a de connaissances, moins on réfléchit à ce niveau-là. Donc, mais ça, c'est un autre pays, c'est pas ici. Dites-moi une chose, quand on n'a pas la connaissance de son métier, qu'on n'est pas maître de l'apprentissage de son métier, de sa compréhension, qu'est-ce qu'on vient faire dans sa vie avec ce métier-là? Dites-vous une chose, vous formez des étudiants, vous avez été formés dans le passé. Mais vos étudiants, vous les formez pour l'avenir. C'était toujours ça en perspective. Ceux qui ont été formés à une certaine époque à faire des tâches dans leur métier, dans le futur, ça n'a pas d'intérêt de faire une tâche dans le métier. Si un robot fait ça, on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'on cherche présentement, c'est des travailleurs qui comprennent la situation dans laquelle ils sont. J'ai travaillé dans des milieux où est-ce qu'on essayait d'enseigner en santé et sécurité au travail avec des règlements.
Oui, mais si l'individu ne comprend pas la situation de travail dans laquelle il est, comment peut-il interpréter les règlements et les respecter? Je dis souvent, en disant, avant de mettre le casque de sécurité sur la tête de quelqu'un, il faut y mettre dans la tête avant. Fait que, vous voyez, tout le défi, avant, on mettait un surveillant pour qu'il l'aille sur la tête. Aujourd'hui, on n'a pas assez de monde. Ça fait qu'on enlève le surveillant et on veut qu'il garde sur la tête pour le faire réfléchir que c'est pour lui qui fait ça, c'est pas pour le surveillant. Donc, vous voyez, déjà là, on voit qu'on a comme une problématique dans notre formation. Les habiletés manuelles ne sont pas transmises, c'est sûr. Les gens viennent d'une certaine époque où est-ce que, c'est-à-dire nos jeunes d'aujourd'hui n'ont pas été élevés tous sur des fermes. On comprendra que le pourcentage des fermes a diminué un petit peu et qu'à une époque où c'était à 75% de l'économie était là-dessus, c'est rendu que les fermes maintenant dépassent le manufacturier. Mais il n'y a pas si longtemps, on formait pour des manufactures. Mais malheureusement, les manufactures, ils sont rendus en bas des fermes. Ce qu'il y a, c'est les entreprises de services maintenant. On est dans le domaine du service, l'interrelation humaine, il faut développer l'intelligence humaine. Puis je dis souvent aux gens, ils me disent, bon, quand ça se fait qu'aujourd'hui, ça change? Il y a 30 ans, tu allais au garage avec ton véhicule, il le réparait, tu étais bien content, tu y retournais. Aujourd'hui, tu vas au garage, il te le répare, mais il te parle bêtement, il a sali ton automobile, puis il est un peu douteux dans la manière dont il te parle. Il l'a réparé, mais tu ne reviendras pas. Tu as besoin d'un service. Et dans le domaine des soins de santé, avant, tu écoutais le médecin comme une religion, tu disais, ben, on va faire ce qu'il va me dire de faire. Aujourd'hui, non, on va sur Internet, on s'informe, on va le voir, puis ça ne fait pas notre affaire, on va en voir un autre. Donc, l'esprit critique se développe. Donc, le médecin, il n'a plus le choix de dire c'est moi le maître, c'est moi Dieu. Non, il est quelqu'un qui doit être entré en relation avec d'autres personnes. J'ai eu une période où j'ai utilisé le système de santé. Je peux vous dire que j'ai compris la différence entre soigner un malade et soigner une maladie. Donc, quand tu arrives à te faire prendre une prise de sang, puis les autres qui voient, c'est un bras et une veine, c'est pas la même chose que bonjour monsieur, puis, on va vous donner un service. Vous voyez, ça, j'aimais mieux ça que de me faire dire tiens, ça, c'est le cancéreux. L'autre à côté, c'est la prostate. L'autre à côté, on les nomme par la maladie. J'étais dans l'hôpital, j'écoutais ça, je disais, donc, vous voyez, ça me permettait de dire que le mécanicien peut peut-être attendre, mais il y a d'autres choses à regarder. Mais il faut observer ce genre de choses-là. La compétence, elle est là. Quand on engage quelqu'un, on ne regarde pas ce qu'il sait, ce qu'il sait faire, on regarde ce qu'il est avec ce qu'il sait et ce qu'il sait faire. C'est ça aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'embauche. J'en fais de l'embauche, j'en fais des entrevues de sélection. Qu'est-ce qu'on regarde, cette personne? Elle a beau me défiler tous les auteurs de l'univers. Ça fait quoi avec ça? Hein? Tu vas faire quoi demain matin avec ça? Ah, ben là, c'est ça les auteurs. Non, c'est toi. C'est toi que j'engage. Je ne sais pas ton auteur que j'engage. D'ailleurs, les entreprises le disent. On engage les capacités, puis on met le monde dehors des attitudes. Ça, c'est un autre sujet. Les entreprises, souvent, sont mal organisées et manquent d'ouvriers pour bien recevoir le stagiaire ou l'apprenti. Mettez-vous en tête que quand vous envoyez votre étudiant dans une entreprise, puis je vous donne une phrase d'un chef d'entreprise, parce que j'avais été évalué le niveau de compétence de ces gens-là dans l'entreprise. Là, maintenant, il dit, il ne contrôle pas tout, hein, ton responsable dans l'entreprise. Ah oui, regarde, comprends bien là, que je te donne le meilleur que je peux me passer. Donc, je vous laisse déduire la balance. Donc, à cet égard-là, il ne faut pas penser que l'entreprise, c'est là pour produire. C'est là pas là pour former. Quand ils font de la formation, parce qu'il y a un problème, le système d'éducation a un problème. Fait que dites-vous une chose, plus la formation d'entreprise va augmenter, plus votre situation est en danger. Parce que ces gens-là, s'ils ont le choix, ils vont même produire que former. Donc, mais s'ils n'ont pas leurs produits, ils vont s'en faire des produits. Et ça se fait au détriment des jeunes. Ça ne se fait pas au détriment de l'entreprise, ça va être au détriment de vous à moyen et à long terme. Besoin des personnes. Vous savez dans mon affaire, là? OK. Hey, j'ai encore bien du temps. Donc, certaines écoles professionnelles commencent à racler les fonds de tiroir. C'est pas moi qui dis ça. C'est dans l'article. Donc, quand on racle les fonds de tiroir, c'est jamais bon signe. Donc, un jeune témoignage âgé de 19 ans, il terminerait en décembre sa formation en mécanique automobile. Quand j'ai terminé l'école secondaire, on m'avait dit, va au cégep, va à l'université pour faire une carrière, pour faire de l'argent. Mais on sait qu'on a des métiers au niveau professionnel qu'on va avoir des problèmes à trouver des profs dans pas grand temps. Parce qu'il va falloir aller chercher des moines, on va venir accepter, venir enseigner au salaire que ces gens-là font dans le milieu de travail, de machine de lourd, entre autres. Donc, va au cégep, va à l'université pour faire carrière et faire de l'argent, raconte-t-il, mais je ne me suis jamais senti à ma place. J'ai abandonné le cégep, je suis venu en mécanique auto. Ça, là, il y a tout un travail. Ça ne vous regarde pas d'une certaine façon, mais vous pouvez faire des pressions pour que les conseillers en orientation regardent plus les affinités des gens. Imaginez quelqu'un qui, oui, aurait les capacités d'aller plus loin, mais ça ne lui enlève pas les capacités de faire ce qu'il a à faire maintenant, à cet égard-là. Moi, j'ai une formation des ministéries. J'ai fait ce métier-là.
Après, je pouvais faire n'importe quel autre métier, je me disais, mon pain et mon beurre est réglé. Si je perds ma job là, je peux toujours aller faire des meubles. Donc, ça donne un plan B qui est bon pour la vie. On n'est pas handicapé parce qu'on vient en formation professionnelle. C'est une porte de plus, tout simplement. C'est comme ça que ça soit vendu. Moi, quand j'ai commencé comme conseiller pédagogique, je donnais des conférences dans la polyvalente. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais les professeurs en information scolaire essayaient de me planter parce que je faisais la promotion de la formation professionnelle, puis on se dit, tu es en train de décourager nos jeunes. Les parents se sont mis là-dedans en disant que c'est ça, ce bizarre-là, qui vient nous dire que la FP, ça peut être intéressant, puis que tu peux faire carrière là-dedans, puis faire une maudite bonne vie, puis te réaliser à tout un pratique. Mais ça faisait il y a longtemps. C'était dans les années 87-88. Ça ne doit plus exister, j'imagine, que tout le monde. Oui, effectivement. Mais j'ai constaté quand même une évolution. J'ai vu que maintenant, il y a des parents qui sont pour la formation professionnelle pour les enfants du voisin. Hein? Ça, c'est ça. Mais c'est mieux qu'à une certaine époque où personne n'était pour. On a fait un petit bout. C'est ça. Donc, à l'école, orienteurs et enseignants, à la vue de ces excellents résultats, l'encourageaient à faire des études supérieures. J'avais toujours écouté ce qu'on me disait jusqu'à ce que j'ai eu le ras-le-bol. Je vais faire ce que je veux, ce dont j'ai envie. C'est quand même ma vie. Ça, je trouve qu'on devrait mettre ça dans toutes les écoles. Probablement qu'il y a du monde qui vont vous l'arracher, mais à cet égard-là, je trouve que c'est un témoignage. Mes enfants, moi, ils ont, mon gars a fait ingénieur, mais il a été mis en mécanique auto. En tout cas, il le regrette. Il dit, regarde, ta vie n'est pas finie, tu peux y aller. À cet égard-là, tu vas juste faire un très bon mécanicien. Tant qu'à faire un mauvais ingénieur, tu aussi bien faire un bon mécanicien. C'est que, non, pas mauvais ingénieur, mais être malheureux dans ton métier d'ingénierie. Tu pourrais être heureux les deux pieds dans le cambouis. Hein? C'est une belle rime. Donc, vous voyez, ça, là, c'est ça la promotion de la formation professionnelle. C'est de la valorisation, c'est-à-dire les gens qui peuvent y aller, parce que j'en ai le témoignage de mes enfants quand ma fille s'est aperçue rendue à l'université parce qu'ils ont eu des bonnes notes tout le temps, fait que personne ne s'est posé de questions. Hein? Va au secondaire, parce que l'enfant au primaire, il va à l'école pour aller au secondaire. Il va au secondaire pour aller au cégep, il va au cégep pour aller à l'université. Puis là, à l'université, il dit, peut-être que je fasse quelque chose avec ça. Et c'est ça que ma fille est arrivée à un moment donné. Elle est orientée tout le long, puis ses professeurs, son conseiller en orientation, il disait, c'est la biotechnologie qui devrait arriver. Elle arrive à l'université après un an, elle me dit, moi, je ne me vois pas en tout passer ma vie en arrière des éprouvettes dans un laboratoire. Moi, je vais avec du monde, en transférant en relations industrielles, parce que s'occupe de santé et sécurité. C'est avec des travailleurs sur le terrain, avec eux autres, pour modifier des pratiques de travail dans une multinationale là-dedans, être heureuse. Moi, j'ai jamais dit à mes enfants, va là-dedans pour faire de l'argent. Tu vas-tu être heureux dans ce que tu fais? Et ça vaut bien de l'argent à tout un pratique. Donc, besoin des personnes. Troisième avertissement dans cette section-là, les opinions exprimées dans cette partie de la présentation sont celles du conférencier seul et ne reflètent pas nécessairement ce que plusieurs voudraient que ce soit. Je vous laisse réfléchir la chose. Donc, ça n'engage que moi-même. Mais je vous l'ai dit, je suis de bord de la retraite, je peux peut-être, à un moment donné, délirer. Donc, la formation professionnelle est nécessairement liée aux besoins du monde du travail et accessoirement au monde de l'éducation. Et pourtant, le système d'éducation est plus préoccupé par la sortie de ses élèves du système que par leur entrée. Hein? C'est-à-dire que peu importe qui rentre, il faut que ça se diplôme. Je vous donne ça de façon exagérée. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas dans la réalité, mais on pourrait trouver des cas. Mais j'ai donné mon avertissement au début de ma présentation. C'est que je suis protégé. Ce qui a comme conséquence que l'acquisition de connaissances et d'habilités liées à la réussite des examens et le financement l'emporte le développement de la compétence professionnelle des élèves et leur accès au marché du travail. Avoir des compétences l'emporte sur être compétent. Donc, c'est ça, les entreprises qui veulent, ce n'est pas des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui sont compétents. Mais là, on va se dire, ben non, c'est le seuil d'entrée sur le marché du travail. Ben oui, mais même si tu veux courir, il faut toujours bien que tu saches marcher avant. C'est-à-dire que le seuil d'entrée, c'est un niveau de compétence élevé. Ce n'est pas une absence de compétence qui va se développer dans le milieu à cet égard-là. Donc, il faut faire bien attention. C'est ce que j'observe. Peut-être que je regarde des mauvaises choses. Donc, la formation professionnelle, ce n'est pas une voie pour la persévérance et la réussite scolaire. Là encore, je ne me ferai pas des amis en disant ça. C'est une voie pour accéder au monde du travail et à la citoyenneté pleine et entière pour des personnes qui l'ont choisi librement et par affinité. Il faut donner le goût de la formation professionnelle, mais pas la choisir par dépit. Parce que ceux qui en ont le goût vont arrêter d'y aller. C'est ça qui est arrivé avant 86. Ceux qui voulaient faire le métier le voulaient, se retrouvaient avec des gens qui ne voulaient pas le faire.
Donc, ce qu'il faut regarder, quand un élève fait du trouble dans une classe, je dis ça à mes étudiants en gestion de classe, quand il y en a un qui dort dans le fond, dis-toi pas qu'il ne dérange pas. Tu en as 19 qui sont en train de se dire, c'est donc bien pas important ce qu'il est en train de dire pour qu'un puisse dormir. Fait que demain, tu vas en avoir 3 qui vont dormir. Hein? Quand tu as les un qui arrive en retard, ben c'est sûr que si tu n'interagis pas avec ça, il faut que tu protèges ton environnement d'apprentissage. Donc, mais l'idée, c'est pas de toffer tout le monde à la même place. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui ne veulent pas. Il faut donner le goût d'apprendre aux gens, mais encore faut-il qu'ils aient le goût à cet égard et qu'on leur ait donné ce goût-là. Donc, l'un va déteindre sur l'autre à cet égard-là. Donc, c'est un élément à considérer. C'est une observation qui existait avant 86 et que je vois se maintenir, revenir tranquillement, pas vite, où l'individu qui aimerait ça être là, puis est avec un paquet d'autres étudiants qui veulent faire de la recherche là-dedans, puis qui veulent fouiller, puis qui veulent avancer. Ils ne veulent pas entraîner 3-4. Ce n'est pas ceux qu'on veut enrichir qui vont aller aider ceux qui sont en difficulté. Je dis souvent, moi, j'avais dit en boutade à un moment donné, puis c'est enregistré, fait que là, je suis fait un peu quand ce que je vais vous dire. Mais j'avais dit en boutade, à observer nos profs en FP, c'est presque une gaspille de temps d'envoyer le monde à l'université pour apprendre à enseigner. Parce de toute évidence, au primaire, secondaire, je disais. Parce de toute évidence, on prend un prof en formation professionnelle qui n'a pas été formé encore, on le met dans une classe avec des... Il devient travailleur social, il devient enseignant. Ben, il n'est pas encore, ça va y prendre 10 ans de devenir à temps partiel. Mais là, il va être travailleur social, il va être psychologue, orthopédagogue, pédagogue supposé. Et là, il faut tout qu'il gère ça. Il n'a pas été formé pour ça. J'ai dit, il faut bien comprendre que si on lui attribue cette compétence-là, de toute évidence, la formation qu'on donne aux autres doit être déficiente, parce qu'on semblerait que plus on les forme, plus on les déforme. C'est un pratique. Parce que c'est des défis qui sont à la mesure, qui ne sont pas à la mesure de ce qu'on vous a formé pour ça. Plusieurs personnes se posent la question. J'ai un étudiant qui l'a amené à un moment donné au niveau du doctorat, puis un évaluateur qui a dit, ouais, mais c'est un problème pour qui? Comment ça, c'est un problème pour qui? On donne un problème, on prend un enseignant de l'AFP qu'on forme à enseigner son métier à des gens qui veulent l'apprendre. On y met la moitié de sa classe qui ne veulent rien savoir de ce métier-là, avec des problèmes différents. Il n'est pas formé pour ça. Je ne dis pas que ce n'est pas là qu'il devrait être étudiant. Je dis qu'on met ça dans une classe où les gens ne sont pas formés pour être capables de faire face à ça, puis ils n'ont pas les outils comme tels. Donc, j'ai dit, il va falloir qu'on fasse en sorte de respecter plus les enseignants de la formation professionnelle, je vais revenir là-dessus, et de vous permettre d'enseigner le métier, de faire le métier qu'on vous demande d'enseigner. Parce que, dites-vous une chose, vous êtes le seul métier qui existe dans le monde à qui on demande aux gens de le faire avant d'être formés pour le faire. Je ne sais pas si on ferait ça en médecine, par exemple. Va t'essayer un bout de temps. Si tu aimes ça et tu t'offres, va suivre ton cours de médecine. En AFP, c'est pas parce que je suis un bon mécanicien, ben, je suis une bonne infirmière, je suis certainement un bon enseignant là-dedans. Je me retrouve dans une classe du jour au lendemain, pour l'avoir vécu. Je peux vous dire, les premiers 9 ans, c'était pas une époque où il n'existait pas de bac en formation professionnelle. Donc, à cette époque-là, il fallait qu'il y ait un survivant. Hein, c'est-à-dire, il y a ceux qui mouraient, puis ceux qui survivaient. Puis là, les gens se disaient, ceux qui ont survécu étaient faits pour, ceux qui sont morts n'étaient pas faits pour. Mais j'ai connu des enseignants qui sont morts au champ d'honneur, qui avaient fait des maudits bons enseignants, mais c'est les conditions qu'on nous a mis qui sont morts. Puis d'autres qui ont survécu, qui auraient dû mourir. C'est-à-dire, d'une certaine façon. Qui ont développé chez eux un genre d'insensibilité qui n'a pas été à l'avantage des étudiants. Donc, ce qui me préoccupe, c'est que personne ne se préoccupe de ça. Conditions de travail, famille, études, perfectionnement disciplinaire. En plus, on pèle encore. Tu vois, tous les problèmes que les autres ne sont pas capables de régler. Puis fais ton possible, une bonne claque dans le dos, puis arrange-toi avec. Donc, vous voyez là-dedans, et puis de toute façon, c'est juste de la formation professionnelle. Pour beaucoup de personnes, c'est ça qu'ils se disent. Donc, ils vont s'amuser. Donc, bricolage pédagogique et mirage au détriment de l'approche par compétence. Il y en a qui n'aimeront pas ce que je veux dire, mais il faut mettre ça en perspective. C'est pas parce que vous avez une maladie que vous prenez un médicament que vous sentez que l'autre a la même maladie que vous, que le même médicament va avoir le même effet. Présentement, on nous propose des mirages dans les pratiques pédagogiques. Et je ne vous dis pas que ce que je vais vous dire, c'est mauvais, c'est la façon dont on s'en sert qui l'est à cet égard-là. Donc, je ne veux pas dénigrer ce que je vous présente là, mais on applique ça d'une maladresse de bricoleur. Donc, à ce niveau-là. L'enseignement individualisé, la formation à distance, l'alternance, le e-learning, la formation magistrale, les classes inversées, tous les mirages qu'on nous dit. Là, il y a un auteur qui dit classe inversée, dans le fond, c'est la classe dans le bon sens. Donc, elle n'est pas inversée, c'est parce qu'elle était mal à manger, on la ramène dans le bon sens. Mais, je veux dire, l'enseignement individualisé est souvent appliqué à des gens qui ont besoin d'accompagnement, qui n'ont pas besoin de travailler tout seuls.
On dirait souvent, on applique ça comme j'apprends la natation aux gens, puis je les tire toutes dans le 12 pieds. Puis ceux qui survivent, ben, je les apprends à nager, puis ceux qui sont morts, ben, just too bad. C'est une bonne affaire. Il n'y a pas d'étude scientifique qui dit, on n'est pas capable de trouver des auteurs qui nous parlent intelligemment de ce concept-là. On va dans chaque milieu, c'est toutes des applications différentes. Puis on mélange modalité et méthode. On parle aux gens, tu as changé de méthode, ouais, parce qu'ils étaient fatigués, les fesses fatiguées, ça qu'on a fait lever de bout pour faire d'autres choses, à faire du travail d'équipe. Non, c'est du bricolage pédagogique. D'amener le e-learning. Comment on peut apprendre à un enseignant à apprendre à enseigner en e-learning? En interrelation, c'est-à-dire, tant qu'à faire, on va élever des enfants par e-learning. C'est-à-dire que la mère va être à un bout, puis le bébé va être à l'autre bout, puis il regarde, maman t'aime. Vous allez voir que les émotions, ça passe dur à ce niveau-là. Vous voyez, des métiers interrelationnels, apprendre. Hein, apprendre le métier d'infirmière à distance. Il faut se rassurer et réfléchir. C'est-à-dire que, va-t-il l'avoir à distance, le malade? Puis, peut-être la culotte d'incontinence va être absente un peu dans la réalité pour voir que c'est ça le problème, entre autres choses. Il y avait une étudiante qui avait dit ça, qui avait fini son cours, puis là, à un moment donné, elle rentre dans le CHSLD, puis elle dit, oh, mon doux, l'odeur qu'il y a là-dedans. Fait que, on peut encore inventer des contenus de couche à bonne odeur. C'est-à-dire, à ce niveau-là, c'est que ça sent ça. Fait que, vous voyez, des fois, il faut confronter les gens là-dedans. C'est pour ça qu'on ne se pose pas la question, c'est quoi l'approche par compétence? On prend une méthode, on se dit, ça doit faire ça. On ne se pose pas de questions. Donc, je dis que ce n'est pas des mauvaises choses, mais réfléchissons avant, ce n'est pas des recettes miraculeuses. Quand on choisit une méthode ou une pratique, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est bien adapté à l'apprenant et c'est bien adapté à l'objet à faire apprendre? Quand on est dans l'interrelation humaine, pas sûr que tu apprends ça d'un livre, à cet égard-là. Donc, il y a des apprentissages implicites en formation professionnelle, il y a des apprentissages qui sont explicites. Fait que, faut faire attention d'éviter les bricoleurs là-dedans. Moi, je travaille à l'université sur les nouvelles technologies. J'ai dit, j'ai 3 questions de base qui sont tout le monde là-dedans. Y apprends-tu plus? Y apprends-tu plus vite? Y apprends-tu plus d'affaires? Y apprends-tu des nouvelles affaires? Non à chacun, oublie ça, mets ça de côté. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est pertinent. Mais pays en voie de développement, tu arrives là avec le e-learning, ces affaires-là. Regarde, le courant alternatif, ils savent ce que c'est, eux autres. Tu as 2 heures de courant, tu as 2 heures, tu n'en as pas. Fait que, tu vas là en voulant les aider. Ouais, tu vas faire du e-learning avec tes étudiants. Ils ont de la misère à avoir des papiers et du crayon. Fait que, à ce moment-là, on comprend qu'il faut s'adapter à cet écart-là. Fait que, je ne dis pas que c'est mauvais, sauf que c'est pour penser. Il faut penser l'APC, après ça, regarder l'outil. Parce que sinon, on ouvre notre coffre d'outils et on se dit, ah non, je le referme, il y a bien trop de travail à faire. Mais non, on ouvre un coffre d'outils pour faire un travail qu'il y a à faire. Et non pas décider le travail à partir du coffre d'outils. C'est une perspective importante à mettre là-dedans. Et en enseignement, il n'y a pas de magie. Hein? Souvent, on se dit, ah, une nouvelle méthode, c'est extraordinaire. Ça marchera, on le saurait. Dites-vous bien une chose, que on vous vend. Il y a un auteur qui a sorti un livre sur les mythes en pédagogie. Là. Un monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, ça m'échappe, là, mais vous verrez sur Internet écrire ça, les mythes en enseignement ou mythes en pédagogie, qui déboulonnent certains concepts, cerveau droit, cerveau gauche, les visuels, les auditifs. Puis on s'aperçoit que les pratiques en enseignement sont plutôt basées en système d'éducation sur des modes que sur des recherches scientifiques là-dessus. Donc, faites attention au mirage. Donc, le manque de vision, c'est ce qui manque présentement. En 86, il y a eu un enlignement de planètes. Il y a un ministre qui est arrivé, le dossier est arrivé sur la table, c'était la formation professionnelle. Heureusement, il y avait des gens au ministère de l'Éducation qui connaissaient la formation professionnelle ou qui ont été en chercher. Donc, on avait des gens d'FP qui connaissaient l'AFP, puis un ministre qui avait une idée, puis on dit à cette heure, on avance en avant, puis il y avait des ressources en conséquence. Donc, si on a des fonctionnaires qui sont là, qui ne connaissent pas l'AFP, même avec un ministre plein de bonne volonté, ça ne peut rien faire. Il y a un enlignement de planète et il y a une vision à avoir. Et l'image que je donne, allez-vous remarquer que sur une auto, le pare-brise, pour regarder en avant, est plus grand que le rétroviseur pour regarder en arrière. Parce que justement, c'est en avant qu'il faut regarder. Donc, en évaluation, souvent on fait ça, on porte un jugement sur les étudiants, sur les résultats qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on juge ce qu'ils ont fait sur le rétroviseur et non pas sur le pare-brise qui est en avant. Donc, c'est pour nous permettre de regarder plus loin, plus large et en avant. On a besoin de visionnaires. On a besoin de quelqu'un qui n'essaie pas de régler les problèmes de persévérance et de réussite scolaire. On veut quelqu'un qui nous dit, on s'en va où avec la formation professionnelle?
Ou en formation professionnelle, c'est pas de répondre aux besoins du marché du travail. Qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants? Qu'est-ce qu'on fait au Québec où est-ce qu'on ne peut plus sacrifier 30 des élèves? Dites-vous, à une époque, il y avait 30 de ceux qui sortaient de l'école, ceux qui n'en sortaient, qui n'y avaient jamais été, ou bien qui sortaient dans le milieu sans avoir de diplôme, il y avait de l'ouvrage pour eux autres. Je me rappelle, quand j'ai commencé comme conseiller pédagogique, j'avais téléphoné à Dominion Engineering à Montréal, et il m'avait dit, oh, nous autres, pas compliqué, dans la carrière d'un gars, 3 opérations sur un tour d'usinage, sa carrière est faite. Bon, on s'entend-tu que des jobs de même, il n'y en a plus? Dire que d'être sur une ligne de montage, puis faire la même opération pendant toute ta vie, puis tu vas avoir ton petit salaire, ça n'existe plus, ce genre de choses-là. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question. Il y avait 30 il y a un auteur américain qui a écrit là-dessus. C'est un modèle où est-ce que nous, on est économique ici avec les services et choses-là, c'est de sacrifier 30 de la population. Mais nous, on ne peut pas se permettre ça au Québec. On est dans une économie du savoir. Donc, il faut adapter les pratiques d'enseignement. C'est pour ça, quand on dit pas des pratiques orthopédagogiques, c'est de diversifier. Quand j'ai commencé à enseigner, moi, l'éducation aux adultes, je ne pouvais pas dire aux gens qu'ils ne sont pas capables. S'ils avaient tout été déterminé d'avance, ils n'étaient pas capables. Parce qu'ils avaient échoué tout le système d'éducation. C'était des jeunes. J'avais même un étudiant que son père s'était inscrit avec lui dans mon cours pour savoir ce qui ne marchait pas dans le système. Donc là, je les avais tous les deux. C'est tous des gens qui savaient une chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas apprendre. Le système d'éducation les avait très bien appris ça. Mais moi, je ne pouvais pas dire, ah, ils ne sont pas motivés. Ils n'étaient pas motivés. Ah, ils ne sont pas intéressés par les bénisteries. Ils avaient choisi les bénisteries parce que mes 2 critères d'admissibilité, c'était d'être capable de lever 50 livres et d'aimer manipuler des choses. C'était ça mes 2 critères, c'était pas secondaire 4, secondaire 5. Mais j'ai évité l'effet Pygmalion, de dire s'ils ne sont pas capables, c'est sûr que tout ce que je vais faire, ils ne seront jamais capables. Hein? L'effet Pygmalion, c'est ça. C'est qu'un étudiant ne peut pas apprendre plus que vous êtes convaincu qu'il va apprendre. Donc moi, je ne suis pas tellement porteur de l'idée de l'orthopédagogue de formation professionnelle, mais de faire en sorte de dire il y a des styles d'apprentissage, il y a des intelligences multiples, il y a de la différenciation à faire, et ça, il faut rentrer dans cet univers-là, parce qu'on ne peut pas sacrifier 30 de la population qui ne travailleront pas demain matin. Donc, il faut se creuser la tête pour faire apprendre plus de choses à plus de monde de façon plus variée. Ça, c'est l'avenir qui s'en vient. Et c'est possible. Je le fais dans mes cours. J'ai des étudiants au niveau universitaire qui m'arrivent, M. Boudreau, j'ai un déficit d'attention, ou j'ai des problèmes de dyslexie, ou etc. Parfait. Je l'accompagne à régler son problème. Je ne règle pas son problème à sa place. C'est-à-dire qu'il y a c'est toute une perspective. Et souvent, ces étudiants-là réussissent mieux que les autres quand ils ont les ressources pour. Fait que, ou d'autres qui m'arrivent à l'université. M. Boudreau, moi, je ne suis pas capable d'apprendre. C'est quoi tu fais ici? À moins d'être décédé, tu peux apprendre. Mais il y en a qui sont morts avant d'être décédés. Fait que, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est un autre univers. Mais c'est ça, il faut donner le goût. Moi, je dis toujours à mes étudiants, oubliez les livres, oubliez votre PowerPoint. Le premier objet d'apprentissage dans votre cours, c'est vous-même. Regardez-vous, puis dites-vous si pour vous, vous êtes le modèle à suivre pour vos étudiants, parce que c'est ça le premier élément. Peu importe les livres que vous aurez, vos comportements, vos attitudes, c'est ça que l'étudiant regarde. Vous vous en foutez, ils vont s'en foutre. Vous ne manifestez pas de respect, ils ne vous respecteront pas. Vous voyez, ça fait partie, c'est un miroir. L'effet miroir joue là-dedans. Vos élèves sont ce que vous faites avec. Si vous pensez que vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous n'êtes pas en enseignement. En enseignement, c'est ça que vous devez mettre en place à ce niveau-là. Mais c'est ça, je vous amène dans le futur. Je vous ai dit au tout début, je vous ai averti que ça n'impliquait que moi, ce que je disais. Vous pouvez très bien dire que Boudreau, c'est le temps qu'il prenne sa retraite, mais ça va être dans pas grand temps, inquiétez-vous pas. Si la tendance se maintient, 2026, on recommence. Des programmes de moins en moins adaptés. La voie de garage pour certains élèves. Une diversité de certifications que les employeurs ne comprendront plus. Une formation professionnelle adaptée aux élèves plutôt qu'au marché du travail. Hein? Il ne peut pas plus, on ne l'évaluera pas plus qu'il peut. Hein? Qu'il peut veut, supposément. Donc, les exigences auprès des enseignants qui vont au-delà de la formation qu'ils reçoivent. On leur demande de remplir des mandats qu'ils ne sont pas formés et qu'ils ne sont pas formés pour faire ça. Mais personne ne se pose la question. Posons-nous qui en a intérêt à ne pas se poser la question. Une dévalorisation de la petite valorisation dont elle bénéficie. Parce que la formation professionnelle, il faut arrêter de s'en parler entre nous. Nous, on est tous convaincus qu'on est les meilleurs de l'univers. On est tous seuls à le savoir. Puis là, il faut faire quelque chose. Puis quand on nous regarde de l'extérieur à faire ce qu'on fait avec, on se pose des questions si nous-mêmes, on y croit à la formation professionnelle, dans ses valeurs profondes à cet égard-là. Est-ce que, je posais la question,
à mes étudiants, puis ça prend toujours un bon bout de temps avant d'avoir la réponse. C'est quoi ta job? Ah, ils vont me dire transmettre ma passion. Non, ça, c'est pas ta job. Si c'était ça, tu serais un prédicateur, tu ne serais pas un enseignant. Donc, c'est quoi ta job? Après un certain temps, on finit par le trouver, c'est de faire apprendre. Donc, première job, c'est de faire apprendre. Tout ce que tu fais est orienté vers faire apprendre. Ta direction à cette heure, c'est quoi son objectif? Administrer, non, c'est de faire apprendre aussi. La secrétaire qui est là, c'est quoi son objectif? Son rôle, c'est de faciliter l'apprentissage. Selon son rôle à elle, là-dedans. Et je me suis inspiré, moi, quand on pense comme ça, c'est Électricité de France, à un moment donné, ou c'était France ou Suisse, je ne me rappelle pas, où ils se sont posés la question, quel serait le concept qui serait rassembleur de tout le monde? On pourrait comparer ici à Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une secrétaire, à un formateur, à un gars qui monte les lignes, à l'autre à côté qui fait des installations, où tout le monde aurait la même vision? Ils ont dit, la vision, c'est le courant continu. Il faut que le courant tienne. C'est-à-dire que quelqu'un appelle, vous n'avez pas de courant, whoop. Le but de l'organisation, c'est de maintenir l'électricité, puis qu'il y ait de l'électricité partout, que tu montes sur le poteau, ou que tu sois le secrétaire qui répond. Quand est-ce qu'au Québec, la commission scolaire, les directions de centre, les conseillers pédagogiques, les conseillers en orientation, le personnel de soutien, les enseignants, tout le monde va travailler à faire apprendre mieux l'élève. Donc, parce que je vois parfois, puis je l'ai vécu comme conseiller pédagogique, mais probablement que ça n'existe plus aujourd'hui, où on me demandait d'accompagner des enseignants tout en sachant qu'il était fait. Parce qu'on lui a donné un module qui n'avait pas de bon sens à la fin d'un programme. On lui avait donné des conditions, je me rappellerai tout le temps d'une enseignante qui était talentueuse et qui était une des premières femmes à enseigner en carrosserie. Brillante idée qu'ils ont eue de lui donner le cours d'électricité en carrosserie, cours que tout le monde haïssait, même les profs qui étaient là, ils ont donné à elle. Puis là, il m'appelle, l'enseignante a un problème de discipline en classe. Je dis, non, le problème, c'est que c'est toi qui as donné le mauvais module. Donc, parce que tu aurais dû l'aider à développer sa crédibilité. C'était dans le shop qu'il fallait que tu la mettes. C'est là qu'elle était à l'aise, pas enseigner des concepts théoriques que peu de gens maîtrisaient à toute fin pratique à cet égard-là. Donc, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. On veut développer le respect chez l'étudiant. Est-ce que le personnel de soutien respecte les étudiants quand ils rentrent dans l'école? Oh ben, ils dérangent parce qu'ils salissent. Il faut penser à avoir des visions communes là-dedans. Donc, quand je dis on recommence, un choix par défaut plutôt qu'un projet de vie de l'élève. Ce serait le fun, parce que dans le centre de formation, pour tous nos élèves, c'est un projet de vie. Sans l'atmosphère, elle serait un peu différente. En tout cas, peut-être que je délire, voilà. Donc, d'en faire un projet de vie à tout le moins. Des objectifs politiques, administratifs et organisationnels qui supplantent les objectifs pédagogiques des enseignants et les projets personnels des élèves. On fait de l'enseignement individualisé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, parce que ça coûte cher, parce que des mauvaises raisons. Pour que l'élève apprenne mieux, savoir pourquoi il apprendrait mieux, ça serait plus intéressant à ce moment-là. Donc, c'est des questions à se poser, mais c'est ce que je pressens présentement. Et le dernier élément, on recommence, c'est tout ce qu'il faut pour une nouvelle réforme, et c'est reparti, je vous le prédis, pour 2026. Mais, soyons pas négatifs, vers 2050. Donc, on va regarder, peut-être j'ai vu, mais les mauvaises choses, peut-être dans vos milieux, c'est extraordinaire, mais tant mieux, fait que les vieux s'en vont. Oui, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. M. Einstein qui dit ça. Ça fait 15 ans que je me promène dans la province pour parler des savoir-être. Le constat qu'on fait, c'est que, règle générale, ces savoir-être, les enseignants génèrent les problèmes en classe. Parce que les pratiques enseignants vont à l'encontre du développement des savoir-être. Je veux qu'ils soient autonomes, mais je veux qu'ils fassent ce que j'ai dit de faire. Donc, je veux qu'ils soient débrouillards, mais en autant que c'est dans le bracket que je lui donne. Donc, vous voyez, je veux qu'il y ait du respect, mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans, le respect? Donc, vous voyez, il faut changer les pratiques. Je dis tout le temps, le prof, ça devrait être l'emmerdeur de la classe. Lui, il amène rien que des problèmes dans la classe. Puis les élèves sont obligés de les résoudre, ces problèmes. On a travaillé à un moment donné avec des gens en mécanique auto, parce que le prof se plaignait que, il se plaignait pas à tort, que pour amener des gens à réparer des véhicules, il fallait toujours bien qu'ils les brisent avant. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas brisés, ils ne peuvent pas les réparer. C'est le mot du job. Tu as 20 étudiants, tu as 20 autos, il faut que tu aies fait des bris intelligents là-dessus. Fait que là, on s'est dit, si la moitié de la classe les brisait, puis l'autre moitié les réparait. Donc, on s'est aperçu que ceux qui les brisaient apprenaient plus que ceux qui réparaient.
Parce que c'est compliqué de briser intelligemment quelque chose pour que l'autre trouve un vrai trouble. Pas juste de casser un building, c'est pas juste ça. Là. Fait que, il fallait, parce que pour briser, il fallait que tu comprennes comment ça marche. Pour le réparer, tu n'étais pas obligé. Fait que tu n'avais rien qu'à avoir un protocole. Fait que vous voyez, d'un accident, pour réparer un problème chez un enseignant, finalement, on avait trouvé une approche pédagogique drôlement intéressante, dont le résultat du bris était supérieur à l'autre. Pour ça, il faut avoir de l'imagination, il faut essayer d'explorer des zones nouvelles. C'est pour ça que vous amenez 2050. Vous ne pouvez pas dire, oh, ça ne se fait pas, en 2050, ça va se faire, ou il n'y aura plus d'FP. Avertissement 4. Il est autorisé d'utiliser un appareil photographique, une caméra ou un matériel d'enregistrement dans cette salle sous peine d'oublier de bonnes idées que vous pourriez réutiliser. Et c'est entendu, on s'entend sur le fait que, en 2050, ils sont entendus là-dessus. La raison d'être de toutes les actions de tous les intervenants en formation professionnelle est de faciliter les apprentissages des élèves ainsi que le développement de leurs compétences professionnelles dans le métier qu'ils ont choisi et qu'ils désirent exercer, parce qu'à l'époque, ils ont compris que l'économie du pays repose là-dessus et non pas les statistiques de diplomation. Donc, on a compris la bonne affaire. Parce qu'on n'a pas compris que quelqu'un qu'on diplôme peut ne pas être compétent, mais quelqu'un qu'on rend compétent, on peut le diplômer. Donc, c'est l'autre beauté de la barricade à ce niveau-là. Donc, dans ces circonstances, je dois rendre cohérents les actions que je fais pour aller dans ce sens. Le personnel administratif, le personnel de soutien, le personnel professionnel et le personnel enseignant travaillent tous dans la même direction pour faire apprendre. C'est ça qui a le job. Pas pour que l'élève se sente bien. On crée un climat propice aux apprentissages, puis le climat arrive dans la porte de l'école. J'arrive du Maroc, les autres, ils ont réglé le problème. Les élèves, ils rentrent, ils ouvrent la porte à 9h30. Les élèves rentrent dans la classe, quand ils sortent de la classe, ils sortent tous de l'école pour fermer la porte de l'école. Tu vas dîner dehors, c'est pas notre problème. Fait que, vous voyez, ils ont réglé le problème, mais ils en ont créé d'autres. C'est-à-dire que 1300 élèves qui se retrouvent dans la rue en avant, là-dessus. Mais leur statistique est très bonne. Fait que, vous voyez, là-dedans, des fois, on a des pratiques qui ne sont pas cohérentes, parce que quand les élèves reviennent, une affaire aussi simple, on leur demande, est-ce que vous vous apportez une boîte à lunch? Et on dit non, on n'a pas de casier. Donc, on a tous nos livres sur notre patte-sac sur le dos, fait qu'on peut pas, faut choisir entre nos livres et notre lunch, puis de toute façon, on n'a pas de carte de manger. Ça fait que, vous voyez, des fois, il y a des, faut regarder tout ça. Ce qui m'a fait rendre compte de ça, c'est les savoir-être. On ne peut pas demander à un enseignant de développer le respect chez l'apprenant quand lui n'est pas respecté dans ses fonctions de travail. Quand le conseiller ne fait pas avec lui ce qu'il lui devrait faire avec l'apprenant, quand la direction ne fait pas avec le conseiller ce qu'il devrait faire avec l'enseignant pour que l'enseignant fasse ce qu'il doit faire avec l'apprenant. C'est long celle-là, mais c'est ça. Ça prend de la cohérence. Il faut que les bottines suivent les babines là-dedans. Puis, c'est pas des îles. Le directeur n'est pas une île dans son école et toutes les ressources qui sont là vont dans la même direction à cet égard-là. Une ouverture vers le haut. Il faut donc trouver des manières d'adapter l'enseignement pour rejoindre tous les élèves, car ils ont des façons d'apprendre différentes qui doivent tous aboutir au développement des compétences visées. Apprendre différemment, ce n'est pas une tare, c'est une différence. C'est fini l'époque où le prof est en avant, puis il y avait une méthode, puis si tu n'apprends pas cette méthode-là, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi qui ai le problème. Non, ça ne marche pas de même, ça vient du médiéval, ça. C'est-à-dire, puis c'est même pas une image. Au médiéval, les gens n'avaient pas de papier, pas de crayon. Le prof est en avant, il récitait le livre, puis le monde le mémorisait. Ben, il y a des profs aujourd'hui qui récitent le PowerPoint, puis les élèves le mémorisent. Souvent, mes étudiants, quand le prof il lit le PowerPoint, puis un PowerPoint, il donne une copie à ses étudiants, il y a 2 affaires de trop. C'est peut-être le prof et le PowerPoint. Donc, mais faut, à un moment donné, s'asseoir, respirer, puis regarder ce qui se passe. C'est-à-dire, il va se dire, ça n'a pas de bon sens. Parce que ça, en 2016, c'est gaspiller de l'argent d'engager des profs pour transmettre de l'information. On s'entend qu'on est dans l'univers des technologies de l'information. Mais là, on se dégage d'une chose qui n'a pas d'importance pour un prof. Pour un prof, c'est l'accompagnement de l'apprenant. C'est de regarder comment il apprend, de le soutenir là-dedans. Quoi d'y transmettre de l'information? Elle est là, l'information, puis il y en a bien plus disponible en dehors de l'école que dans l'école. Puis je fais la démonstration à mes élèves, à mes étudiants, à chaque fois, je leur dis, avant de vous donner des nouvelles affaires, allez voir ce que vous avez dans votre tête. Et je leur fais la démonstration que 80% du contenu que j'avais à leur donner est déjà dans la classe. Puis au moins, le monde, il se rend compte que, je savais des affaires. Là, ça les valorise, puis ils ont le goût d'en apprendre plus. Quand on leur donne l'impression qu'ils sont une gang de cruches, ben, ils sont remplis. C'est ce que je vous dis, puis pas sûr que c'est avec du bon vin. Je définis, ce défi interpelle tout le monde dans la différenciation de l'enseignement et des approches pédagogiques sans compromis
sur le résultat à atteindre. On n'entraîne pas les élèves à faire des examens. Donc, c'est pas en faisant faire un batterie de test de sang que ça vous guérit de votre maladie. Dites-vous une chose, les examens ne sont pas là pour faire apprendre. Dites-vous une chose que si on se dit, c'est avec l'examen que je aide l'étudiant, faites ça que le saut en parachute pour le fun. Donc, à manquer son premier saut, avez-vous grand-chose à faire avec le gars qui l'a manqué. Mettez-vous dans la peau. Mettez-vous dans la peau de votre apprenant face à un échec. On va s'asseoir et on va t'aider à apprendre. Il est déjà, lui, il a sauté sans parachute puis il est mort. Il s'attendait à ne pas mourir. Il s'attendait que vous le fassiez. Vous l'aidiez à ne pas mourir. Pédagogiquement, je parle. Au niveau de l'apprentissage. Lui, physiquement, il n'est peut-être pas mort, mais son processus d'apprentissage vient de mourir avec ça. Donc, voyez, on s'est rendu compte de ça, que de faire un compromis sur les résultats, on ne rend pas service à l'étudiant. Donc, là, ça achève. La transition vers un marché du travail du futur, une formation pour être compétent plutôt que simplement avoir des compétences. Donc, voyez ça, j'ai travaillé, puis je l'ai mis dans le futur parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais ça a été écrit en 2011, avec un travail que j'ai fait avec 100 entreprises et 100 jeunes demandeurs d'emploi. On leur a demandé, qu'est-ce que toi t'offres, puis les entreprises, qu'est-ce que vous avez de besoin? Puis regardez ce qu'ils nous ont dit. Nous autres, qu'on cherche, là, esprit d'équipe, autonomie, communication, assiduité, jugement. C'est ça que les gens veulent avoir. Puis le pire, c'est que les étudiants, ils ont dit, c'est ça qu'on, pas les étudiants, mais les demandeurs d'emploi, ils ont dit, eux-mêmes avaient identifié les mêmes. C'est ça qui avait été caractéristique. Sur 20, ils ont choisi les mêmes 5. Pas dans le même ordre, mais les mêmes 5. Où est-ce que ça a changé? C'est sur les manifestations. Quel est le comportement qui est lié au jugement n'était pas le même chez le jeune qu'il l'était chez l'employeur. Donc, l'incompréhension était dans la compréhension des comportements. Pendant que beaucoup de monde dit, si les étudiants vous voyaient, ils manifesteraient du respect. Pas sûr. Il y a du monde qui vous voit les autres, et tu as l'impression qu'ils t'envoient chez le bonhomme, pas à peu près. Donc, oui, c'est une manifestation, mais est-ce que ça répond vraiment à ça? Donc, il y a tout un travail à faire pour que les gens se donnent des repères là-dessus. J'en parlerai après-midi dans mon atelier sur l'évaluation des savoir-être. Mais c'est quand même intriguant de voir qu'on est à la même place, qu'on a. Les employeurs disent que les gens n'ont pas les bonnes attitudes, puis les étudiants disent que les employeurs ne demandent rien ces attitudes, puis les deux demandent les mêmes attitudes. De toute façon, ils ne voient pas la même chose. Et ça, c'est documenté. La représentation d'une attitude, c'est une génération. Aujourd'hui, c'est 5 ans, une génération pratiquement. Quand vous dites à l'étudiant, ayez du respect, peut-être que pour lui, ce n'est pas la même manifestation que pour vous. Donc, il y a tout un travail qui est à faire là-dessus, débrouillardise, jugement, etc. là-dedans. Également, les actions sont cohérentes avec la vision. Le choix d'exercer un métier est pour tous les élèves un projet. Les élèves maîtrisent des préalables fonctionnels à l'entrée. N'oubliez pas qu'en 2050, ils peuvent tous fumer du pot. Hein? C'est pour ça qu'on peut écrire ça. Donc, la formation est axée sur les programmes plutôt que sur les examens. Les programmes répondent premièrement aux besoins des individus et deuxièmement aux besoins en main-d'œuvre. Et les enseignants ont le support, les ressources et les compétences nécessaires. Donc, et tant qu'ils ne les ont pas, hein, il y a un processus d'insertion qui se fait. On doit rêver, on est en 2050. Le respect, vous voyez, c'est l'élément clé. Donner de la valeur aux personnes, aux idées et aux choses. Le respect, ce n'est pas de ne pas crier de bêtises, c'est d'écouter les autres et faire quelque chose avec. Donc, hein, le respect, en 2050, fait que l'AFP a adhéré à une vision mobilisatrice. On est encore en attente d'en avoir une. Les pratiques d'enseignement variées et adaptées, les pratiques, modalités et méthodes d'enseignement selon les apprenants et les savoirs à faire apprendre. Les enseignants et enseignantes accompagner, former et instrumenter les enseignants pour qu'ils puissent réaliser leur mandat. Présentement, il y a peu d'instruments qu'on vous offre. On vous offre des méthodes ou des mirages d'une certaine façon, mais il y a peu de recherche, je vais vous proposer une solution là-dessus. Les élèves, développer les compétences de base des élèves avant l'entrée de la formation professionnelle. Tu n'apprends pas à nager quand tu viens de tomber du bateau. C'est-à-dire que là, c'est le temps. On va en profiter, là. Je vais apprendre à nager là. Donc, on n'apprend pas les préalables dans son métier en exerçant son métier. Le concept dit préalable tout à l'heure. Il y a un travail qui est à faire là. Je ne dis pas que présentement, c'est facile, mais il y a comme un travail à faire là, que le système de formation générale n'est pas capable de répondre et que l'AFP ne peut pas répondre. Donc, il y a comme un entre-deux. À l'université, on a une chose ingénieuse qui s'appelle la propédeutique. Je vais vous faire grâce de sa définition. Mais on dit à la personne, tu n'as pas le préalable, va suivre ces 2-3 cours-là, puis tu vas avoir le préalable, tu vas être capable de faire une bonne job à l'autre partie.
On devrait avoir une propédeutique en formation professionnelle technologique. Amener les gens à niveau pour dire, même ceux qui sont diplômés, parce que pas parce qu'ils ont des connaissances qu'ils savent s'en servir. Donc, à cet égard-là, il y a comme un gymnase intellectuel à venir installer. On a dit aux gens, plutôt que de faire le choix du métier qu'ils pensent qu'il te reste, on va développer tes compétences de base transversales qui te permettent de choisir le métier que tu auras le goût de faire. Donc, il y a quelque chose d'imaginatif à faire à ce niveau-là. Donc, également, les conditions, mettre en place des conditions d'insertion professionnelle propres à la réalité des enseignants. L'insertion professionnelle d'un enseignant en enseignement, c'est un cas qu'il faut régler à un moment donné et de respecter ça. Je dis, ouais, je vais dire une chose, peut-être ça donnera une idée au syndicat, que tout prof qui rentre en formation professionnelle, tant qu'il n'a pas fini sa formation, le tiers de sa tâche devrait être de se former et les 2 tiers d'enseigner. Donc, ça serait un minimum de respect, à mon avis, pour les enseignants de la formation professionnelle et ça montrerait qu'on comprend la condition d'un enseignant en formation professionnelle. Il dit demander de faire sa tâche pleine. En même temps qu'on dit, va faire tes études, puis en même temps, j'ai tellement vu dans ma commission scolaire des enseignants dire, hey, moi, j'améliore mon sort, je m'en vais en formation professionnelle. L'image que j'ai, c'est un groupe d'enseignants qui disaient, dans mon métier, le taux de divorce est très élevé. Fait que j'ai décidé d'aller dans l'enseignement pour ne pas perdre ma famille, puis pour ne pas perdre notre plus haut taux de divorce était dans ce programme-là. Parce que les dames leur disaient, on dit, regarde, avant, tu venais une journée par semaine à la maison, mais tu étais là. Là, tu es à la maison à tous les soirs, mais tu n'es pas là. Ça veut dire que ta tête est ailleurs. Tu traînes ta job à la maison. Donc, vous voyez, ça, il faut qu'on se comprenne, nous, quand on parle de ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une gang qui comprenne ça en dehors de notre monde. Il va falloir qu'un jour, quelqu'un comprenne parce qu'il n'y en aura plus de profs en formation professionnelle. Donc, il faut bien se comprendre là-dessus. Donc, moi, je propose le CRDF. Je invente une nouvelle science, la technigogie. On n'est pas dans l'andragogie, on n'est pas dans la pédagogie, hein, on n'est pas dans la gérontogogie. Tant qu'à faire, on va en inventer une, la technogogie. La façon d'apprendre un métier. Hein, la définition de la technogogie, c'est science de l'apprentissage d'un métier, d'une technique ou d'une profession. On a bien le droit de s'en inventer une. On va faire un champ de recherche peut-être, j'ai inventé le mot, j'ai inventé le champ. Parce qu'apprendre un métier, c'est pas comme apprendre les mathématiques, on s'entend. Mais qui fait de la recherche là-dessus? Donc, il n'y a pas grand monde qui font de la recherche, surtout pas en technologie, il vient de l'inventer. Fait qu'on s'entend là-dessus, mais il y a un champ. Ça veut dire un centre de recherche, je ne cherche pas une job, j'ai fini là-dedans. Centre de recherche, développement et de formation qui s'occuperait des modalités et méthodes d'enseignement. C'est-à-dire, oui, je fais de l'enseignement individualisé, mais c'est-tu bien appliqué? Puis ce que je fais, c'est-tu bien ça? Hein? Puis ça apporte-tu quelque chose de plus à l'apprenant par rapport à ses apprentissages? Hein? Et également, la conception d'environnement d'apprentissage. Le blog avec le savoir-être, le bug avec le savoir-être, c'est qu'il demande une révolution dans les pratiques d'enseignement, mais l'enseignant, il a sa quotidienneté, il s'auto-révolutionnera pas. C'est-à-dire que si on ne donne pas des outils innovateurs, donc là-dedans, ça ne se fera pas. Donc, ça prend des gens qui le pensent. Ça se fait en formation générale au primaire, secondaire, ça se fait en formation universitaire, ça se fait au collégial. En FP, nothing. Il se fait peu de choses. On fait du bricolage. Après ça, des pratiques enseignantes. Hein, on dit souvent les pratiques gagnantes. Ça n'existe pas les pratiques gagnantes, ça dépend de la situation. Donc, il y a des pratiques, mais y a-t-il un inventaire de fait des pratiques qu'on constate après de 1960 à aujourd'hui? Y a-t-il une banque à quelque part de matériel didactique, de pratiques enseignantes? On part à zéro, les nouveaux profs arrivent, les tiroirs sont vides, on part à zéro. Donc, c'est la roue revient tout le temps. Aucune préoccupation des pratiques enseignantes en FT, comment on fait apprendre telle notion ou telle pratique. La conception d'instruments didactiques. La science de la didactique professionnelle existe depuis 10 ans. Ça ne dit pas que ça a été inventé il y a 40 ans. Ça commence. On commence à savoir ce qu'il faut faire là-dedans, à ce niveau-là. De la compréhension des processus d'apprentissage des activités professionnelles. Comment on apprend à être une infirmière professionnelle. Pas juste respecter le code de déontologie, mais que les gens ont le goût de t'avoir comme travailleur. De la mise à niveau des apprenants. Hein? Ce que je disais tout à l'heure, l'idée de faire une propédeutique éventuellement à des jeunes qui arrivent avant la formation professionnelle, il faudrait l'inventer, ça, à cet égard-là. À quoi ça ressemblerait, à cet égard-là? Donc, vous voyez, je peux poser des problèmes, j'amène des pistes de solutions. Des stratégies adaptées au savoir et à l'apprentissage et au développement des compétences professionnelles. Des connaissances à acquérir, l'enseignant pour la réflexion et la construction de liens et les technologies de l'information pour l'acquisition. Hein, c'est des modèles un peu que je propose, qu'en 2050, il pourrait y avoir. Des pratiques à réaliser. Donc, l'enseignant pour le sens, la réflexion, l'exemple et les liens, et les situations de travail artificiel pour l'application et les situations de travail réelles pour le transfert. Vous voyez?
des connaissances à acquérir, des pratiques à réaliser, mais l'enseignant est toujours là pour donner du sens. C'est pour ça qu'on l'engage. Donc, l'autre élément, les comportements à manifester, l'enseignant comme exemple et la situation de travail artificielle didactique pour la compréhension et le jugement et la situation de travail réelle pour le transfert. L'APC qui est toujours en place. C'est pas une vieille affaire, l'APC, ça n'a même pas commencé à être appliqué. Une compétence à développer, l'enseignant comme constructeur de situations de travail artificielles d'intégration pour l'assemblage des savoirs et la construction de l'identité professionnelle des élèves. Ils sont à l'école pour se développer l'identité professionnelle. Donc, j'achève. Ceux et celles qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font. Un grand homme, Steve Jobs, qui n'a même pas fini ses études, regardez ce qu'il a fait. Mais ce qu'il avait appris, il l'avait appris. On peut se dire qu'il l'avait bien compris. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Mais il y a des gens qui ont cru en lui aussi, même si, supposément, qu'il y avait des problèmes. Hein. Si on avait donné ça à un orthopédagogue, c'est sûr qu'il aurait trouvé du trouble. Mais le gars, il a bien géré son trouble. Donc, dans le fond, c'est un peu ça qu'il faut se dire avec nos étudiants. Ne demandez jamais les dossiers d'étudiants qui sont en difficulté. Prenez-les comme ils sont et amenez-les plus loin, tout simplement. Plutôt que de donner une préconception, ils ne sont pas capables. C'est ce que je vous souhaite en disant, bon, pensez au suivant. Je termine là-dessus. En 1986, Jacques-Henri m'avait demandé de penser autrement lors de l'implantation de la réforme. Cela a eu comme conséquence la création de mon centre de recherche qui a maintenant 35 ans. En 2016, je passe au suivant. Qui est prêt à penser autrement pour l'AFP du futur? Sans ces personnes, l'AFP n'a pas de futur, elle ne sera garante que de son passé. Merci de votre attention.